Voici la correction d'un exercice qui consiste à calculer le champ magnétique B en tout point de l'espace avec la méthode intégrale. C'est un exercice où la distribution des courants est dans un plan donc, infiniment mince et infini dans les deux autres directions avec une densité de courant en surface. Je vous redonne ici la méthodologie. Je vous conseille d'aller vraiment la comparer à la méthodologie de calcul du champ électrique par méthode intégrale que vous devez maintenant commencer à dominer. Vous verrez que c'est vraiment quasiment la même méthodologie. Il y a quelques petites différences, donc on va travailler ici, sur lesquelles on va insister. Mais si vous avez bien compris pour le champ E, normalement, ça devrait enfin être un petit peu plus facile pour le champ magnétique. La différence principale, c'est qu'évidemment, au lieu d'appliquer le théorème de Gauss, on applique le théorème d'Ampère, donc c'est une nouvelle loi, et que dans cette loi, c'est pas un flux, mais c'est une circulation. Que du coup, il ne va pas falloir choisir une boîte de Gauss comme pour le champ E, mais un contour ou un chemin d'Ampère qu'on va devoir orienter. Donc c'est le point d'ailleurs délicat de cette méthode que j'ai mis en gras, c'est le point sur lequel vous butez éventuellement. L'autre petite différence, c'est quand on va faire les symétries, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que un plan de symétrie des courants donne un plan d'antisymétrie de B, contrairement au champ E où un plan de symétrie des charges donnait un plan de symétrie du champ E. Mais sinon, c'est vraiment le même genre de méthode. Donc voilà, c'est important de mettre les deux en parallèle. Bon, bien sûr, dans le cas d'une nappe de courant, ça s'appelle une nappe de courant, c'est-à-dire un courant dans un plan infini, le système de coordonnées le plus adapté, c'est les cartésiennes. Prenons le point O appartenant à la nappe, c'est plus simple. Pour les schémas, moi je vous recommande de faire toujours des schémas 2D, des coupes qui sont souvent plus simples que les vues en perspective où vous ne savez plus trop ce qui est devant, ce qui est derrière et dans quel sens ça se passe. J'ai pris ici un courant dirigé vers les Y positifs. Il est possible que ce ne soit pas exactement le sujet initial. Enfin, voilà, il faut s'adapter à toutes les situations. Prenons ici le cas où le courant est donc dirigé vers les Y positifs. Je ne sais plus quel est le sujet. Alors, pour les symétries et les invariances, c'est pareil que pour le champ électrique. Il faut donc placer d'abord le point M sur le schéma, de manière à vous forcer à prendre des plans de symétrie ou d'antisymétrie qui contiennent le point M dans un premier temps. Donc, pour conclure sur la direction du champ, en un point M, il faut que le point M appartienne à votre plan de symétrie ou d'antisymétrie. Donc ici, très clairement, on peut voir que le plan MEYZ est un plan de symétrie des courants, donc attention, un plan d'antisymétrie du champ B. Donc B est perpendiculaire à ce plan, donc B est collinaire au vecteur EX. Vous voyez qu'avec un seul plan de symétrie des courants, on a donc la direction de B. Ce qui est donc une différence avec le champ E, c'est que si on avait un plan de symétrie des charges, ça ne suffisait pas, il en fallait deux. Mais un plan de symétrie des courants, comme c'est un plan d'antisymétrie du champ B, ça suffit pour trouver la direction du champ magnétique, donc c'est assez efficace. Bon, pour les invariances, comme d'habitude, on regarde si la distribution de courant dépend de certaines variables ou pas, et c'est les mêmes invariances pour le courant que pour le champ magnétique. Donc dans ce cas-là, on voit que le champ magnétique ne va dépendre que de la variable Z. Par contre, on a vu que sa direction était collinaire à EX. Une fois de plus, j'insiste sur la différence entre variable et composante. Vous voyez que dans le cas de ce champ magnétique, c'est pas la variable c'est Z et la composante c'est EX. Alors c'est quand même intéressant de noter qu'il y a un autre plan de symétrie qui ne contient pas le point M, qui est le plan de la nappe de courant, donc le plan OXY. On va en avoir besoin ultérieurement. Par contre, donc il ne nous donne aucune indication sur la direction du champ M, puisque M n'appartient pas à ce plan-là. Mais pour la suite, c'est utile de savoir que donc, le plan de la nappe est un plan de symétrie des courants, donc va être un plan d'antisymétrie du champ magnétique. On verra plus tard comment on se sert de cette information. Bon, on arrive au point important, donc on écrit d'abord évidemment le théorème d'Ampère.
proprement, je vous rappelle, hein, il faut mettre un petit rond sur l'intégrale puisque c'est un contour fermé. La circulation, c'est un produit scalaire, donc on met bien les flèches. Et on indique bien que c'est les courants enlacés, de manière à se souvenir que ne vont compter que les courants enlacés par le contour. Donc on écrit proprement le théorème d'Ampère. Et après, on arrive au point délicat, qui est de trouver le bon contour d'Ampère. Donc il y a plusieurs contraintes pour bien le choisir. C'est effectivement le point un peu délicat, donc c'est important de comprendre. D'abord, votre contour, il faut qu'il passe par le point M. Sinon, vous n'allez jamais réussir à calculer le champ B au point M si votre contour ne passe pas par M. Donc éventuellement, ce ne sera pas forcément le cas ici, mais parfois, il est donc utile de prendre différents contours, avec différents courants enlacés. On verra, ça peut arriver. Autre contrainte, le contour doit être donc fermé, un contour fermé, et il doit donc enlacer certains courants. S'il n'y a aucun courant enlacé, ben en gros vous allez vous retrouver avec 0 égale 0, vous ne serez pas plus avancé. Autre indice qui peut vous aider, le produit scalaire doit se simplifier. Donc il faut que votre contour il soit en gros soit parallèle, soit perpendiculaire au champ B. Perpendiculaire, dans ce cas-là, le produit scalaire sera nul. Parallèle, le produit scalaire sera très simple. Il n'y aura pas de cosinus θ. Donc ici, vous allez voir, et c'est souvent le cas, on va parfois avoir un contour qui se sépare en plusieurs parties. Des parties où ça sera parallèle, des parties où ça sera perpendiculaire, et donc bien sûr, il faudra décomposer votre contour pour étudier séparément la circulation sur les différentes parties de votre contour, de manière à finir par avoir un contour fermé à la fin. Dans tous les cas, comme c'est le point délicat, il est évident qu'il faut le définir correctement, et donc je vous conseille donc de le dessiner sur votre schéma, rien de plus clair pour le définir que d'avoir un schéma correct, et de ne pas oublier donc de l'orienter, puisque la circulation, c'est sur un contour orienté. Pour les surfaces de Gauss, c'était facile, elles étaient toutes orientées vers l'extérieur, on n'avait pas besoin de le dire. Pour un contour fermé, on a besoin de donner l'orientation, vous pouvez choisir ce que vous voulez, il n'y a aucune influence sur le résultat final. Par contre, sur tous les calculs intermédiaires vont dépendre de votre orientation, donc j'ai besoin de la connaître. Comme c'est le point délicat, je vous laisse un peu réfléchir par vous-même. Donc là, je vais choisir un certain nombre de contours possibles qui sont parfois choisis par les étudiants. Quel est le problème pour chacun de ces contours? Essayez de voir si c'est un bon contour, un mauvais contour, pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas dans chacun des cas. Je vous recommande de mettre la vidéo en pause et de réfléchir par vous-même à chacun des contours indiqués sur ce transparent. Alors, le premier contour proposé au transparent précédent était un rectangle passant par M dans le plan MZY. Donc perpendiculaire là au plan de la figure, donc il n'est pas dessiné. Pourquoi c'est un mauvais contour? Parce que dans ce cas-là, il n'y a aucun courant enlacé. Vous voyez que les courants, ils ne passent pas à travers votre rectangle. Ils vont le longer, ils vont glisser contre d'un côté ou de l'autre, mais ils ne vont pas passer à travers. Donc il n'y aura pas de courant enlacé. Donc de plus, comme B est selon UX, comme on l'a vu, le produit scalaire BDL sera nul tout au long. On aura 0 égale 0 avec le théorème d'Ampère. Bon, on n'est pas plus avancé. Tant qu'on y est, un autre contour qui ne marche pas, qui n'est pas proposé, c'est un rectangle dans le plan MYX, donc horizontal passant par M. Là aussi, on n'aura aucun courant enlacé, et si vous faites le détail du calcul de la circulation, évidemment, vous trouvez aussi que la circulation est nulle, donc vous trouvez aussi 0 égale 0, donc encore une fois, c'est important que vous preniez un contour qui enlace les courants, certains courants, sinon vous risquez de vous retrouver avec 0 égale 0. Prenons maintenant le contour violet, c'est-à-dire un contour qui passe effectivement par M, mais où le côté opposé est vraiment dans le plan XOY. On a un gros problème avec ce contour violet, c'est qu'on ne sait pas si les courants que j'ai dessinés là sont dedans ou dehors.
puisqu'ils sont vraiment sur la surface OXY et votre contour passe par cette surface. Donc du coup, c'est impossible à dire si les courants sont dedans ou dehors. Donc le contour violet est un mauvais contour. Bon, le contour vert, on se dit que c'est bon, ça passe par M, ça enlace des courants, on se dit que c'est bien parti. Ben non, le contour vert est aussi un mauvais contour. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que le champ B dépend de Z. Et donc quand vous allez calculer votre circulation sur ce rectangle vert, ben, vous aurez sur la partie du haut un B du Z du haut fois dl, et dans la partie du bas, ben, le B sera a priori différent. Ça sera le B dans la partie du bas fois dl. Comme B dépend de Z, il n'y a aucune raison que ces deux champs soient égaux, donc du coup vous aurez une équation avec deux inconnus. Dedans vous aurez le B du Z du haut et le B du Z du bas. Une équation deux inconnus, vous aurez un problème. D'accord? Donc le contour vert n'est pas non plus le bon contour. Alors si vous prenez le contour bleu clair, donc on a vu que c'était a priori pas une bonne idée parce que ça n'enlaçait pas de courant. Ceci dit, le contour bleu clair peut vous permettre de montrer que le B en fait ne dépend pas de Z, contrairement à ce que l'analyse des invariances pouvait laisser supposer. Le bleu clair vous permet de montrer que le B en haut du rectangle bleu clair est égal au champ B en bas du rectangle bleu clair. Bon, ceci dit, ça ne nous permet toujours pas d'être sûr de ce qui se passe de l'autre côté, hein, donc ça ne nous permet toujours pas d'utiliser le rectangle vert. Bon, bref, donc on ne peut toujours pas calculer le champ B grâce au contour bleu clair non plus. En fait, le bon contour va être le contour rouge, c'est-à-dire un contour parfaitement symétrique. Et on va voir pourquoi. C'est parce qu'on pourra utiliser donc la symétrie par rapport au plan OXY. Ceci dit, tel quel, le contour rouge est faux quand même. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas orienté. D'accord? Donc comme je l'ai dit, tout le reste des calculs intermédiaires va dépendre de l'orientation choisie. Si vous ne l'indiquez pas, bon, on ne peut pas savoir si ce que vous faites est juste ou faux. Au passage, le cercle là en gris n'est évidemment pas un bon contour, même si ça passe par M et même si ça enlace des courants, puisque pour le coup l'angle entre B et DL change constamment, donc le produit scalaire B scalaire DL va être impossible à simplifier. Bon, donc choisissons mon contour rouge, après l'avoir orienté bien sûr, donc j'ai choisi comme orientation, de manière totalement arbitraire, une orientation dans le sens trigonométrique. J'aurais pu choisir l'autre orientation, ceci dit celle-là est légèrement plus simple, puisque du coup je vois tout de suite que mes courants enlacés seront positifs, avec la règle de la main droite. Donc je vous conseille quand même toujours de choisir une orientation avec des courants positifs, parce que sinon on oublie le signe moins, bon, mais ça aurait été possible de choisir l'autre orientation. Alors, j'ai donc maintenant un contour avec 4 côtés. Quand je calcule la circulation sur ce contour, il faut donc que je découpe ma circulation en 4 circulations sur les 4 lignes droites. Alors, bon, tout d'abord, la circulation sur les côtés verticaux, je vois tout de suite qu'elle va être nulle, puisque le DL va être perpendiculaire au B. Je vous rappelle que le B, il est collinéaire à l'axe X, UX. Donc en fait, il ne me reste qu'à calculer 2 circulations, celle du haut et celle du bas. Alors, à chaque fois, quand je calcule une circulation, je prends le champ B en chaque point de mon chemin et je fais le produit scalaire avec un petit dl. Donc que ce soit en haut ou en bas, le dl c'est dxex. Par contre, le champ B, a priori, est différent en haut et en bas. En haut, j'ai le champ B pour un Z en haut, et en bas, j'ai donc un champ B a priori différent, puisque c'est un Z différent, et que, a priori, B dépend de Z. Donc, écrivez la circulation sur les deux trajets, et après, j'ai donc besoin de trouver une relation entre le champ B en haut et le champ B en bas. C'est là où le plan de symétrie OXY va me servir. C'est un plan de symétrie des courants, donc un plan d'antisymétrie du champ B. Donc si vous dessinez le B sur UX en haut et en bas, vous voyez que nécessairement ils sont opposés. Et je vais donc pouvoir simplifier du coup ma circulation totale sur tout mon contour fermé rectangulaire de la manière suivante. En fait, la circulation totale est donc 2 fois le champ B à l'altitude
Z en haut, fois la longueur x2 moins x1, qui sera donc égale, avec le théorème d'Ampère, à mu0 fois la somme des courants enlacés. Calculons maintenant les courants enlacés. Alors, les courants enlacés par mon contour rouge sont donc une portion du courant qui est dans la nappe, qui se trouve donc entre x2 et x1. Alors, avant tout, faites donc bien attention à l'orientation de votre contour et donc vérifiez le signe des intensités enlacées. D'accord? Vous avez défini une convention d'orientation. Donc là, en l'occurrence, l'orientation est dans le sens trigonométrique. Ça veut dire que tous les courants sur l'axe plus y vont être positifs et tous les courants qui éventuellement iraient dans l'autre direction seraient négatifs. Bon, dans ce cas-là, nous avons donc des courants enlacés positifs. Maintenant, le lien entre I et K est souvent trouvé difficile par les élèves. Le lien entre I et J est plus simple. Hein. Vous savez que le courant, c'est le flux de J à travers une surface. Ça va, hein, quand c'est un courant volumique. Souvent, vous avez un peu plus de mal quand c'est un courant en surface. Donc, je vous rappelle la relation. Hein. Le courant, c'est l'intégrale de K fois une petite longueur perpendiculaire à la direction des électrons. Attention, j'ai bien dit fois, j'ai pas dit scalaire, donc c'est une relation scalaire. Hein. Vous prenez la norme de K et vous la multipliez par une longueur. Ce n'est pas un produit scalaire, il n'y a pas de vecteur, pas que je les ai oubliés, c'est qu'il n'y en a pas, hein, parce que si vous faisiez un produit scalaire entre K et une longueur perpendiculaire, ça ferait 0. Donc c'est pas un produit scalaire, hein, je multiplie la norme de K fois la petite longueur que je note dl perpendiculaire. Donc souvenez-vous, c'est un dl perpendiculaire à la direction des courants. Donc là, en l'occurrence, comme mes courants ils sont sur UY, la petite direction perpendiculaire à mes courants, là où j'ai un courant, ça va être un dx. Okay, donc les courants enlacés, ça va être tout simplement l'intégrale de x1 à x2 de k fois dx. Donc quand je reviens à mon théorème d'Ampère, je peux donc trouver le champ magnétique à l'altitude z, qui va donc être égal à mu0 k sur 2 si z est positif. Parce que c'était z du haut. Comme on avait montré que le champ magnétique en z bas était égal à l'opposé du champ magnétique en z haut, vous avez le champ magnétique en dessous de la surface qui est égal à moins mu0 k sur 2. Comme d'habitude, c'est pas parce qu'on a trouvé un résultat qu'on a fini. On commence par vérifier si c'est plausible. Première chose à vérifier, c'est les dimensions. Alors la dimension de B, encore une fois, je ne vous la demande pas en fonction des 7 dimensions de base. Ce qu'il faut savoir, c'est connaître le théorème d'Ampère. Si vous connaissez le théorème d'Ampère, vous savez qu'un champ magnétique fois une longueur, c'est mu fois une intensité. Donc partant de là, vous pouvez vérifier toutes vos relations d'homogénéité avec un champ B. Deuxième chose que vous pouvez vérifier, si vous avez pris la méthode en intégrale, c'est vérifier la discontinuité de la composante tangentielle du champ magnétique. Vous avez vu dans le cours les relations de passage si jamais on a une distribution surfacique de courant. Donc vous pouvez les vérifier, ça vous permettra de voir si votre résultat est plausible. Encore une fois, le champ magnétique est continu si j'ai une distribution volumique de courant, et la composante tangentielle est discontinue si j'ai une distribution surfacique. Donc ici, vous pouvez regarder le calcul qui est fait, on vérifie bien la relation du cours de discontinuité de la composante tangentielle. Donc ça peut vous rassurer aussi. Voilà. Je finis par les erreurs fréquentes que l'on rencontre. Donc ces erreurs, c'est normal de les faire au début. Par contre, c'est bien de les identifier et de vous concentrer un petit peu après le jour de l'interro. Bien sûr, il y a les erreurs de calcul, alors celles-là, je ne les ai pas notées. Hein. Entraînez-vous aussi sur les calculs. L'erreur principale est dans le choix du contour. Parfois, le contour n'est pas orienté. Alors, je parle même pas des cas où, en fait, vous avez oublié qu'il fallait un contour et que vous avez pris une surface comme pour Gauss. Hein. Donc, on va dire que vous connaissez quand même votre théorème d'Ampère. Par contre, dans votre contour, n'oubliez pas, il faut qu'il soit fermé, et surtout, il faut qu'il soit orienté, et il faut qu'il passe par le point M, le point où vous voulez calculer le champ.
Autre condition, donc je vous rappelle, hein, il faut que le contour à la fois il enlace des courants, il faut qu'il soit perpendiculaire, soit parallèle au champ B. Bon, c'est le point délicat, c'est le choix du contour. Donc aussi le calcul du courant enlacé est un petit peu difficile, hein, donc apprenez la formule pour si vous avez un courant volumique, donc I c'est le flux de J, et si jamais vous avez un courant surfacique, souvenez-vous de prendre en fait une longueur qui est perpendiculaire au flot des électrons dans votre surface, et vous multipliez juste K par cette longueur. Ne vous trompez pas dans les dimensions, hein. Une intensité c'est K fois une longueur, ou c'est J fois une surface. Parfois, vous perdez bêtement des points dans les symétries et les invariances, hein, donc justifiez-les soigneusement, utilisez effectivement des plans qui contiennent le point M, donc ça, vous l'avez normalement déjà bien travaillé avec le champ E. Et justifiez aussi correctement vos calculs de circulation. C'est surtout dans un cas où on a un contour en plusieurs parties, il faut m'expliquer ce qui se passe sur les 4 côtés du rectangle. Il faut m'expliquer pourquoi les vecteurs tout d'un coup ils disparaissent ou pas. Il faut m'expliquer pourquoi vous pouvez sortir ou pas le champ B de votre intégrale. D'accord? Donc n'apprenez pas le calcul par cœur, ça n'a aucun intérêt. Essayez de le justifier proprement, de manière à montrer que vous avez compris et que vous êtes capable de le faire dans un cas éventuellement différent de ceux qui seront été traités en télé. Voilà.